Le bateau ralentit, moteur octant, comme s'il rechignait à s'approcher davantage de l'île. Agrippé à la rambarde humide, je fixais le quai désert de Morlois, ses pierres grises rongées par le sel. Il faisait froid, un froid tranchant, chargé d'une humidité poisseuse, inhabituelle même pour un mois de décembre. Autour de moi, tout était d'un gris délavé. La mer, le ciel bas, les rochers escarpés, comme si l'île elle-même avait perdu ses couleurs depuis longtemps. Le capitaine, un homme taciturne au visage creusé, jeta l'ancre en silence. Il évita soigneusement mon regard lorsqu'il déposa mes sacs sur le quai. J'attendis un salut, une recommandation, quelque chose, mais rien ne vint. Il tourna simplement le dos, les épaules voûtées, et disparut dans la timonerie sans un mot. Le bateau s'éloigna lentement, moteur grognant, comme soulagé de s'échapper enfin. Je me retrouvai seul sur le quai, face au village silencieux. Les fenêtres noires semblaient observer l'intrus que j'étais. Je frissonnais malgré moi, serrant mon manteau. Il fallait avancer, accomplir la mission. Je pris une inspiration profonde et fis quelques pas, hésitants, vers les maisons silencieuses. Je traversais lentement les ruelles désertes du village. Les chaussures crissant sur les gravillons humides. Autour de moi, les façades blanchies à la chaux s'écaillaient, rongées par le vent marin. Pas une lumière aux fenêtres. Seul un rideau bougea furtivement, m'indiquant une présence silencieuse, presque furtive. Je ressentis une étrange impression, celle d'être observé sans jamais pouvoir croiser aucun regard. Je m'arrêtai devant l'auberge, dont l'ancien grouillé grinçait doucement. L'intérieur était sombre, à peine éclairé par une faible lampe à pétrole posée sur un comptoir poussiéreux. Derrière ce comptoir se tenait un vieil homme, aux traits fermés, occupé à nettoyer lentement un verre déjà propre. Lorsqu'il leva les yeux vers moi, son regard vide me traversa sans chaleur. « Vous êtes attendu », dit-il simplement d'une voix sans émotion en me tendant une clé usée, sans me demander mon identité. J'hésitais à poser une question, à engager la conversation, mais quelque chose dans son attitude froide me poussa à me taire. Je saisis lentement la clé, remarquant à peine qu'elle tremblait légèrement dans ma main. Sans un autre mot, il détourna la tête et reprit son étrange nettoyage, ignorant ma présence. La nuit tomba brutalement sur Morlois, plongeant l'île dans une obscurité totale, épaisse comme du goudron. Depuis ma chambre mansardée à l'étage de l'auberge, je fixais la mer, désormais agitée, presque furieuse. Des vagues immenses venaient s'écraser avec fracas contre la jetée, projetant des gerbes écumantes sur les rochers. Soudain, le vent se leva, hurlant entre les interstices des volets mal ajustés, produisant un gémissement sinistre qui fit se dresser les poils sur ma nuque. Je resserrai mon manteau autour de moi, sentant l'air glacial s'infiltrer partout, implacable. Une silhouette attira alors mon attention, près du rivage, immobile dans la tempête. Puis une autre, et une troisième. Je comptai rapidement 7 formes humaines, figées face à l'océan en furie, apparemment indifférentes aux éléments déchaînés. Je collai mon visage à la vitre glacée, tentant vainement de mieux discerner leur visage, mais la pluie brouillait ma vue. Je restai ainsi longtemps, fasciné par leur immobilité troublante, jusqu'à ce qu'un éclair déchire le ciel et les révèle clairement, brièvement. Tous me regardaient, tournés vers ma fenêtre, comme s'ils savaient précisément où j'étais et ce que je faisais. Au matin, la tempête avait laissé place à une brume épaisse, humide, qui serpentait lentement entre les maisons. Je descendis prudemment les marches grinçantes de l'auberge. En bas, quelques villageois, silencieux, étaient assis à des tables séparées, buvant lentement un liquide sombre dans des tasses ébréchées. À mon entrée, toutes les conversations cessèrent immédiatement. Les têtes se tournèrent lentement vers moi, visage impassible, regard vide et inquisiteur. J'essayai un salut maladroit, mais aucun ne répondit. Le silence devint oppressant. Sentant la gêne grandir, je me dirigeai vers la sortie sans demander mon reste. Dehors, l'air était saturé d'embrun. La brume rendait le paysage flou, presque irréel. Tandis que je marchais lentement, je croisai un groupe d'habitants qui discutaient à voix basse devant la vieille église. À nouveau, les murmures s'arrêtèrent brusquement à mon approche, remplacés par un silence pesant. Je sentis leur regard fixé sur mon dos longtemps après que je les eus dépassés. Chaque fois que je me retournais, je voyais ces silhouettes immobiles, figées, semblables à des statues. Je compris alors avec un malaise grandissant qu'ils attendaient quelque chose.
et soudain j'eus l'intuition glaçante que ce quelque chose me concernait directement. Je poursuivis mon exploration en empruntant un chemin étroit menant vers les landes battues par le vent. Au détour d'un talus, en veille de ronces, je remarquai une vieille pierre dressée, couverte de mousse grise. Intrigué, je m'approchai pour examiner les inscriptions presque effacées par le temps et les intempéries. En frottant doucement du bout des doigts, je mis à jour des symboles étranges, des gravures anguleuses et primitives qui me firent frissonner malgré moi. Au centre, un dessin représentait vaguement une silhouette humaine entourée de formes tourbillonantes, semblables à des vagues ou des tentacules. Un sentiment inexplicable de menace sourde s'empara de moi, comme si cette pierre réveillait un souvenir profondément enfoui dans l'inconscient collectif du village. Soudain, un craquement sec retentit derrière moi. Je fis volte-face, le cœur battant violemment. Personne. Seulement la brume froide et opaque et le murmure incessant du vent glissant sur les rochers. Je m'éloignai lentement, jetant un dernier regard anxieux à la pierre, persuadé que ces symboles étaient liés aux étranges comportements des habitants. Cette découverte ne fit qu'amplifier le malaise grandissant en moi, l'impression tenace que quelque chose d'obscur était à l'œuvre sur cette île. Cette nuit-là, je fus tiré du sommeil par un bruit sourd, régulier, presque organique, comme une pulsation venue des profondeurs. Intrigué, je quittai mon lit, enfilai manteau et bottes, et sortis dans l'obscurité glacée. L'auberge semblait vide, les couloirs déserts résonnaient sous mes pas. Dehors, la brume semblait vivante, mouvante, comme si elle respirait. Je distinguais au loin des lanternes vacillantes se déplaçant lentement entre les maisons. Je les suivis discrètement jusqu'à la lisière des falaises. Là, une trentaine d'habitants s'étaient rassemblés en cercle. Ils portaient des capes épaisses et tenaient tous une bougie ou une lampe qui diffusait une lueur pâle sur leurs visages impassibles. Ils commencèrent à chanter, d'abord doucement, puis de plus en plus fort, dans une langue gutturale et rauque que je ne reconnus pas. Leur voix résonnait étrangement, se mêlant au fracas lointain des vagues. Puis, dans un silence soudain, un vieillard s'avança au bord du précipice et prononça une phrase unique, forte et claire. « Cette fois, la mort ne prendra aucun des nôtres. » Je reculai d'un pas, glacé d'effroi. Tous en même temps tournèrent lentement la tête vers l'endroit où je me tenais. Je battis retraite, le cœur tambourinant, chaque pas dans la brume résonnant comme une alarme. J'atteignis l'auberge en titubant, refermai la porte en tremblant et bloquai les verrous. Pourtant, le silence dans ma chambre ne m'apporta aucun réconfort. Dehors, la mer rugissait et dans mon esprit résonnaient encore les mots du vieillard. Cette fois, la mer ne prendra aucun des nôtres. Le lendemain, l'île avait changé. Les habitants, jusqu'alors distants et figés, m'accueillirent soudain avec des sourires exagérés, des paroles douces, trop douces. On me proposa des plats chauds, des histoires locales, des légendes oubliées. Leur sollicitude soudaine n'avait rien de rassurant. Lors d'un repas, une vieille femme au regard vitreux effleura ma main et murmura « C'est une bonne chose que vous soyez venu. L'île vous a choisi. » Je fis semblant de ne pas comprendre, mais son sourire lent et grave m'ôta tout doute. Il ne m'avait pas seulement accueilli, il m'attendait. Je quittai précipitamment la table. Derrière moi, les rires étouffés continuaient, remplis de sous-entendus morbides. Je sentais que le piège s'était refermé et qu'il ne restait bientôt plus aucun échappatoire. Les jours suivants accentuèrent cette étrange convivialité. Là où régnait auparavant le silence et l'indifférence, s'étalait désormais une chaleur insistante, presque étouffante. Les habitants me saluaient avec des sourires figés, toujours trop larges, toujours trop longs. On me forçait à accepter du pain, du poisson, des tisanes, comme s'ils cherchaient à me nourrir, à m'engraisser, ou à me préparer. Je tentais de quitter le village, de rejoindre la grève pour appeler une embarcation de secours. Mais chaque chemin semblait bloqué par une bonne âme venue se promener. Chaque sentier me remenait inlassablement à l'auberge. Même la ligne téléphonique, prétendument fonctionnelle, émettait désormais un simple souffle régulier. Un soir, je questionnais le vieil aubergiste sur le prochain passage du bateau. Il me fixa longuement avant de répondre. « La mer a ses caprices. Personne ne vient pendant la tempête. Vous êtes ici, jusqu'au bout. » Je quittai la salle commune sous leur regard soudain muet. Derrière moi, j'entendis un chuchotement, une prière, ou peut-être une incantation. Je compris alors que je n'étais plus simplement un hôte. J'étais devenu une offrande. La tempête revint cette nuit-là, plus violente encore que la première. Les murs de l'auberge tremblaient sous les assauts du vent, et les volets claquaient malgré une barre de fer. Je restai enfermé dans ma chambre, le cœur battant à tout rompre, une chaise calée contre la porte. En bas, le feu s'était éteint et l'aubergiste avait disparu.
Vers minuit, j'entendis des pas dans la rue. D'abord un, puis plusieurs. Lents, réguliers. Je m'approchai de la fenêtre, soulevai doucement un coin du rideau. Là, dans la lumière diffuse de la lune, je vis une vingtaine d'habitants rassemblés devant l'auberge. Ils tenaient tous des bougies. Leurs visages étaient tournés vers ma fenêtre. Ils commencèrent à psalmodier très bas. Et il est temps. Il est temps. La mer attend. Mon nom s'éleva lentement, porté par plusieurs voix, graves, aiguës, rauques, mais toujours parfaitement synchronisées. Ils savaient que j'étais là. Ils savaient que je les observais. Et ils attendaient. Les coups sur la porte commencèrent peu après. Un rythme lent, implacable, pas de menace vocale, rien qu'un calme absolu, et dans ce calme une certitude. Ils ne partiraient pas sans moi. À l'aube, alors que les chants avaient cessé et que le silence était revenu, je profitais d'un moment de répit pour fuir. J'avais préparé un petit sac durant la nuit, noué mes bottes, emporté une lampe à pétrole et un couteau de cuisine, dérisoire mais rassurant. Je quittai l'auberge par une fenêtre arrière, priant pour que personne ne m'ait vu. Le village semblait enfin endormi, mais l'air vibrait d'une tension sourde. Je longeais les ruelles détrempées en évitant les maisons. À plusieurs reprises, j'aperçus des silhouettes figées derrière les vitres, m'observant sans bouger. Je ne courais pas. Courir aurait signifié que je fuyais, que je refusais, et je sentais confusément que cela précipiterait ma perte. Je tentais de rejoindre le quai, dans l'espoir insensé qu'un bateau serait là, mais arrivé sur place, je découvris l'eau démontée et le petit embarcadère, détruit. Arraché par la mer ou par des mains humaines, je ne saurais pas le dire. En me retournant, je vis qu'il m'avait suivi, en silence, en cercle, comme toujours, sans violence apparente, mais avec cette inéluctabilité terrible, propre au cauchemar. Je compris qu'il n'y avait plus nulle part où aller. Je suis remonté à l'auberge comme on regagne un tombeau. Le vent sifflait désormais à travers les murs, porteur de voix lointaines, de murmures impossibles à distinguer, mais dont je comprenais parfaitement le sens. Il ne restait rien d'autre à faire, rien à dire. Je n'étais plus qu'un engrenage d'une vieille mécanique insulaire que je n'avais jamais comprise. Assis dans ma chambre, les yeux fixés sur la mer par la lucarne, j'attends. Parfois, j'entends leurs pas dans l'escalier, mais ils ne montent pas. Ils savent que je finirai par descendre. C'est inscrit. C'est inévitable. La mer hurle. Le plancher respire comme une bête endormie. Je sens sous moi une vibration, sourde, ancienne, cyclique. L'île elle-même semble vivante, ou habitée, ou autre chose. Dans mes rares moments de lucidité, j'écris ces lignes, pour que quelqu'un sache, pour que mon nom ne soit pas simplement ajouté à la liste des disparus anonymes. Mais à quoi bon? Même si ce carnet est retrouvé, ceux qui le liront n'y croiront pas. Et ceux qui croiront ne viendront plus jamais ici. La mer attend, et moi, je ne résiste plus. J'y vais.